Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis tout particulièrement heureux de vous retrouver ce soir. Moi qui a failli être victime d'un coup d'État ici même sur ce plateau il y a une semaine, mais vous savez, la justice est faite et je retrouve mon trône, même si ça fait sourire certains. On va faire très rapidement le tour de table. On va la faire façon arbitre de boxe dans le coin gauche. C'est le côté technique avec Nordine Saadi, toujours fidèle au poste. J'espère que vous n'êtes pas trop malheureux de me retrouver à votre droite. Nordine, salut. Bien qu'Amin a été très bien ce jour-là, mais on te souhaite la bienvenue. La bienvenue, merci. Et je souhaite moi également la bienvenue à Hadj Adlan qui est juste à côté de vous. Salut Hadj. Bonsoir Riyad. Bienvenue. Merci, merci. Merci, voilà, tout le monde me souhaite On n'a pas changé ton numéro aussi. Non, non, j'ai rien changé du tout, je vous rassure. Et je retrouve avec bonheur également la même équipe à ma droite avec Rafiq Habib. Je vous promets, ce soir, je serai beaucoup moins bavard que d'habitude. Bonsoir. Bonsoir à l'affaire à côté de vous. On est légaliste, on va respecter le... Ah, pas de coup d'État. On va respecter le chef. Au moins jusqu'à la fin de saison. Voilà. Jamal Rachdi à côté de vous de l'APS est là également. Bonsoir Riyad, on a failli le réussir ce putsch, mais... Je m'incruste. Voilà. Et regardez à quel point je l'ai mis très loin de moi. C'est le plus loin sur le plateau. Amin Tirman est là avec nous. On vous laisse terminer la saison. Très bien, merci beaucoup. Et puis on va essayer de voir, nous aussi, vous allez voir avec les thèmes de la semaine. Ben, si je ne trouve pas preneur ici, on va essayer de voir à l'étranger. Nordine Saadi, les techniciens, ils ont peut-être plus de chance ailleurs que dans leur championnat. Tu t'es pas loin, toi, Riyad. Hein? J'étais pas loin, mais je vous rassure, j'ai encore rien signé. On va regarder, voilà, je vais me retrouver. Là, voilà, merci Mehdi Haddad qui a toute sa tête, même s'il s'est foulé la cheville. On va en parler en fin d'émission. Et je vais y arriver, et je vais retrouver le fil de mes idées et du conducteur de l'émission. On va commencer comme chaque semaine par tout ce qui s'est passé tout au long de la semaine qui s'est écoulée. C'est la Newsweek. On revient, on parle tout de suite après. On commence avec l'histoire. Pour la première fois depuis la création de la Ligue des champions africaine, 3 clubs algériens se retrouvent en 8e de finale de l'épreuve la plus prestigieuse du continent. À commencer par l'USMA, après avoir fait le plein à Alger, les Rouges et Noirs ont assuré la qualification à Dakar face à l'AS Pikine. L'entente de Sétif, tenant du titre, a passé le cap de la formation gambienne, le FC Banjul. Et enfin, l'AS Sochilef, bon dernier au Ligue 1, fait bonne impression en Afrique en passant 8e de finale au détriment de Horaya Conakry. En Coupe de la CAF, le MC Le Alma, un autre club en difficulté en championnat, fait sensation en Coupe de la CAF en battant la formation de la Chente Kotoko. Le niveau du football africain est-il en baisse ou ce sont plutôt les clubs algériens qui retrouvent leur force en Afrique? Les entraîneurs algériens sont-ils contraints de quitter le pays pour travailler? Quand on voit le nombre de techniciens étrangers qui exercent dans le championnat algérien, le constat est clair. Abdelhak Benchikha serait sur le point de signer à Salal dans le championnat émirati, alors que d'autres coachs algériens se retrouvent forcés à soit travailler en Ligue 2 ou carrément quitter le championnat algérien pour aller chez nos voisins. La Confédération africaine de football a autorisé le Maroc à participer aux éliminatoires des Coupes d'Afrique des Nations 2017 et 2019. Entérinant ainsi la décision du tribunal arbitral du sport. En novembre, la CAF avait exclu le Royaume des 2 prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et 2019 pour avoir refusé d'organiser la CAN 2015 par crainte du virus Ebola, obligeant la Guinée équatoriale à accueillir au dernier moment la compétition remportée par la Côte d'Ivoire. Financièrement, la CAF réclamait une amende d'1 million de dollars, réduite à 50 000 $ par le TAS, ce qui correspond au montant maximum prévu par le règlement de la CAF en vigueur au moment des faits. Alors, ça crée déjà le débat sur le plateau. On va commencer justement par cette affaire CAF Maroc. Et le Maroc, vous le savez, qui avait décliné le fait d'être hôte de la Coupe d'Afrique des Nations écoulée 2015. Et puis le TAS qui tombe la décision de revoir justement à la baisse et il entérine la demande du Maroc donc pour ces sanctions. La CAF prend acte
et donnera sa décision définitive mercredi prochain, jour du grand verdict notamment, puisque c'est l'Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Est-ce que ces sanctions à la baisse, messieurs, vous font rire, vous choquent, ne vous surprennent pas? Est-ce que la devise de la CAF serait « le ridicule ne tue pas », à votre avis? Bon, c'est pas une question de ridicule. En fait, Il y avait de la fermeté, il y avait... Non, on verra le mercredi, qu'est-ce qu'ils vont, le dernier, c'est pas encore tranché, mais bon, de toutes les manières, la CAF est obligée aussi de respecter les décisions du TAS. Moi, je dirais que tout simplement, il y a eu une espèce d'accord tacite avant. La CAF savait très bien que le Maroc n'allait pas rester les bras croisés devant ces sanctions. Il savait très bien que le TAS avait de fortes chances pour refuser ces sanctions, exiger même Pourquoi? Trop lourde à votre avis? Non, pas. Moi, je ne trouve pas les sanctions trop lourdes, sauf que je ne pense pas que la CAF ait, dans son règlement, c'est-à-dire une loi qui sanctionne un pays. Il n'y a pas un barème. Il n'y a pas ce barème. Donc, c'est sur ça sur cette histoire que le TAS s'est appuyé pour refuser ces sanctions. Mais la CAF, Issa Hayatou, à la tête de la CAF, il savait très bien que le TAS allait réagir de cette manière. Et dès le départ, c'était un petit peu voulu. C'est-à-dire que la CAF s'en lave les mains. Vous parlez d'accord tacite. La CAF se défend. Ce n'est pas seulement la CAF, même la FIFA fait ce genre de truc. En fait, le TAS a été créé pour ça, c'est-à-dire pour d'abord éviter les problèmes, pour que les pays ne règlent pas les litiges ou les conflits dans les tribunaux civils. Et ils ont créé cette instance pour un petit peu rester dans le domaine, dans la famille sportive, pour que les problèmes se règlent dans la famille sportive. C'est presque un avocat de la partie civile, quoi. Voilà, exactement. Mais en réalité, il y a un peu d'hypocrisie parce que les gens savent très bien que bon, c'est un petit peu de cinéma. Je te sanctionne, toi tu vas au TAS, le TAS va refuser la sanction. Après, tout est à refaire. Ils étaient sereins déjà, les Marocains. Voilà, à aucun moment ils étaient exactement. Ils étaient sereins. Hein. Maintenant, le TAS parle de la sanction sportive, mais il laisse ouverte la sanction financière, sur les indemnités, dommagements. Voilà. Qu'il faut payer. Bon, il y a eu la sanction financière qui a été ramenée à 50 000 €. Mais là, c'est d'un million à 50 000 €. $1 million à 50 000, c'est quand même énorme. Maintenant, la CAF peut toujours demander des dommages et intérêts parce que la Confédération a subi Jamel, ton avis sur la question? Je pense qu'il y a eu la sanction sportive. Bon, je ne sais pas s'il faut la saluer ou ne pas la saluer parce que en fait, le retour du Maroc dans les compétitions africaines ne peut que rehausser un petit peu la qualité de la CAN. Maintenant, ça ouvre aussi, cette sanction et ce jugement du TAS ouvre toutes les brèches. C'est-à-dire que n'importe quel pays organisateur pourrait se désister. Après, à 3 ou 4 mois de l'événement, il peut se désister. Qu'est-ce qu'il va récolter? Il va récolter comme 2 suspensions. Il perd une CAN. Après, il perd une CAN à laquelle il ne va pas participer. Le Maroc, je pense qu'il a fait très bien ses calculs en invoquant le problème de Ebola, alors qu'il n'y avait ni Ebola ni rien du tout. Il savait très bien qu'il y avait des arrière-pensées cachées derrière cette décision, bon, peut-être d'ordre sportif et politique aussi. Maintenant, pour revenir à la sanction elle-même, la CAF doit se plier à la décision du TAS concernant la sanction sportive. Maintenant, sur le plan financier, elle a toute la latitude pour ouvrir une autre demande, faire une autre requête pour se faire dédommager parce que le manque à gagner... Qu'est-ce qui dérangerait, à votre avis, le plus les Marocains? C'est de payer cash? Non. Ou plutôt d'être évincé? Non, je pense qu'être évincé, c'est très lourd quand même. Être évincé jusqu'en 2022, être évincé jusqu'à la Coupe du Monde, parce que... Jusqu'à la Coupe du Monde du Qatar. Jusqu'à la Coupe du Monde du Qatar, pratiquement. Elle ne participera pas à la Coupe d'Afrique. Donc, ils vont payer et tout le monde va être content. Voilà, c'est ça. Moi, je pense, je prends la dernière de Riyad. Cette histoire, elle me fait rire parce que déjà le TAS,
Il y a eu l'histoire de la GSK, vous souvenez bien, qui a pris beaucoup de temps. Alors que, Beaucoup plus de temps, en tout cas. exactement. Ça a été traité. Alors que l'histoire du Maroc. Il y a un accord entre les confédérations et la FIFA avec le TAS. C'est pas possible. La JSK, ils ont rendu le verdict très en retard. Parce que déjà, les compétitions Exactement, ils ont avaient commencé, etc. voilà. Donc, ils ne pouvaient pas lui rendre justice. Mais pour terminer peut-être avec ce sujet, je dirais que la CAF, à un certain moment, elle s'est retrouvée en conflit avec les 3 principaux pays nord-africains, avec le Maroc, la Tunisie et même avec une mini-crise avec l'Algérie à cause de la Coupe d'Afrique 2017. Elle ne peut pas se permettre quand même de rentrer en guerre avec tous les pays maghrébins, alors que c'est une partie importante de la Confédération. Et du football. Donc, ils sont obligés de Et du football africain. Amit Sermal, vous voulez rajouter un mot? Non, mais justement, je rejoins l'affaire parce que comme ça va ternir encore plus l'image de la CAF. L'image de la CAF, parce que franchement, la CAF est à sa tête, Issa Hayatou, ils ont une image qui est en train de se détériorer les derniers temps. Même en ce qui concerne, comme l'a dit le Hadj Adlan avec la JSK, c'est une affaire qui n'a pas été traitée de la même manière. Et pourquoi on ne va pas ça en Europe? C'est-à-dire on parle rarement du TAS en Europe. Mais là, la CAF, elle prend des décisions et que plusieurs mois après, il y a le TAS qui prend une Parce qu'il y a un décision règlement qui est totalement clair dès le différente. départ. Ouais, qui On a dément parlé tout à l'heure les règlements de la CAF et il exactement. dit même que ça n'existait pas. Le TAS a estimé, là j'ai un article que j'ai coupé à partir du site, qu'aucune disposition réglementaire ne permettait à la CAF d'obliger le versement de cette indemnité, laissant le droit à l'instance africaine d'obtenir réparation par rapport à l'indemnité de... C'est-à-dire qu'entre $1 million et $50 000, il y a une grande différence quand même. Mais Le problème n'est pas là. C'est au niveau du dédommagement que la CAF va se faire rembourser son argent. Jamal, au niveau des clubs, Pour ça, ils vont pas. Il y a eu un manque à gagner terrible, très important. Il y a des sponsors, etc. Donc, je pense que sur ce plan-là, En fait, pour la CAF, elle a pas été... le Maroc va payer, rubis sur ongle, et tout le monde sera content. En fait, la CAF n'a pas été vexée par le niet du Maroc d'accueillir la CAN. C'est surtout le manque à gagner. On ne chipote pas avec l'argent. Ah oui, mais on ne chipote pas avec l'argent, c'est il y a clair. eu des engagements. Non, au niveau des clubs, Riyad, quand un club se désiste d'une des Coupes d'Afrique, il y a de suite une sanction. Je pense qu'il y a une sanction de 2 ans. Non, ils peuvent Au pas niveau des participer. clubs. Au niveau des clubs, voilà. Oui, mais au niveau des équipes de la nationales, CAN, voilà. il n'y a jamais eu de précédent. Parce qu'au niveau des clubs, il y a eu des précédents. Mais calquer une décision qui concerne les clubs et la transposer au À une niveau des équipes fédération nationales, ou à ce un n'était pays. pas possible. Il y avait un vide juridique à ce niveau et ça ne s'est jamais fait. Donc c'est pour ça qu'ils ont prononcé la sanction de suspension de 2 Messieurs, on va rester sur le continent et on ne va pas bouder notre plaisir. On ne l'a pas boudé ce week-end. On pensait l'Ulma mal parti en Champions League africaine. Finalement, on a eu un sans faute, un 4/4. Schleff en Coupe de la CAF. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure dans la Newsweek, pour la première fois, 3 clubs algériens, 3 clubs, messieurs, en 8e de finale, c'est-à-dire à un palier de la phase de poule. L'USMA, l'Entente et l'Ulma, première participation historique. Elle passe donc ce second tour. Et contre qui, s'il vous plaît? Contre l'Ashanti Kotoko de Koumazi, avec une victoire, alors que même le nul les qualifiait. Et puis, cette équipe, on la découvre. On l'a découvert chez Nehi grâce à Gourcuff. Maintenant, on découvre son club, l'Ulma, qui passe ce cap. Personne ne s'attendait, Riyad. Hier, personne ne s'attendait à ce que En tout cas, au trio. Est-ce que l'Allemand allait passer l'accueil des Ghanéens? C'est vrai que on espérait avoir toutes les équipes au prochain tour, mais là, à dire que l'Allemand allait gagner 2-1 dans la terre ghanéenne, avec une équipe qui a plus d'expérience que les coéquipiers de Hamiti. Moi, j'ai dit hier dans l'émission de Bourmia, bravo aux joueurs, ils ont cru en leur chance. Vu la situation qu'ils traversent au niveau du championnat, ils ne sont pas bien classés, ils sont à 27 points. Ils sont allés arracher une qualification historique. Et puis, ils étaient menés à... Voilà, ils ont fait l'essentiel. Ils ont Les 3/4 du temps, ils étaient menés. En leur chance. Ils ont ramené l'ancien nouveau entraîneur, encore un étranger. À Corsi, oui. Voilà. Alors, déclic psychologique, redéclic psychologique. Je pense que je pense que c'est les joueurs qui ont voulu. Ils sont partis la chercher. Voilà, ils ont voulu avoir la qualif, et ben, ils l'ont eu. Et c'est bien pour le football algérien. J'espère que
J'espère qu'ils vont continuer dans cette lancée pour rentrer. Saadi, si vous deviez l'analyser, cette qualification, on peut l'appeler qualification, on peut l'appeler victoire, on peut l'appeler exploit. Alors, c'est une jeune équipe, très peu d'expérience, hein, il y a vraiment peu ou pas de joueurs. Au Syrie, je pense, Hamiti et Salah, qu'ils ont Voilà. quelque part des joueurs. Ils vont, Hadj, ils perdent d'abord 1-0. Non, 0-0. Non, je veux dire, au début de match retour, ils sont menés 1-0, ils sont éliminés. Et puis quoi, il reste 30 minutes 66 minutes, je crois. 22 minutes, 66 je pense. minutes. 22 minutes, ils égalisent. Et là, c'est la pression sur l'Ashanti. Et finalement, c'est l'Ashanti qui s'écroule à la fin. Comment vous expliquez ce retournement de situation? D'abord, moi, je pense que si les équipes n'atteignent pas les groupes, c'est vraiment du gâchis. C'est du tourisme pour vous? Non, ce n'est pas une question de tourisme, parce que les équipes perdent beaucoup d'argent, mais elles ont la possibilité de le récupérer une fois que tu passes dans les groupes. Ouais. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment des résultats qui, on va dire, qui peuvent nous faire sortir dans la rue, quoi. Quand même, l'Elma, c'est vraiment sa première expérience. Non, attention, l'Elma, je ne suis pas d'accord avec votre jugement parce que vous la jugez en fonction du classement actuel. Il faut la juger en fonction de son classement du début de saison. C'était une équipe qui devait et qui pouvait jouer le championnat. Je suis d'accord avec vous, mais donc, je parle d'expérience, de tradition. L'Elma n'a pas d'expérience. Non, il n'y a pas d'expérience Enfin, pas d'expérience. Il n'y a aucun joueur. Écoutez, on a vu le joueur qui a joué avec M. Gourcuff, Chennehi, quelle expérience il a. Il a été l'un des meilleurs. Il est rentré, il l'a fait. Donc, je le dis encore une fois, plusieurs fois, l'expérience n'a rien à voir. Quand on a de la qualité, même si on est jeune, on peut... l'expérience, elle peut toujours venir. Néanmoins, l'Elma, Chlef, sont revenus de loin parce qu'il y avait des résultats à l'aller qui ne plaidaient pas en leur faveur. Mais à chaque fois, on a c'est-à-dire, je ne vais pas dire la presse encore, les gens ont dit que quand on perd à domicile, c'est ce qui nous est arrivé quand j'étais à Chlef. Vita Club, c'est quand même plus que 6 équipes. Eh bien, ils ont fait un excellent match à Chlef, mais on les a gagnés au Congo, à Vita Club. Mais je répète encore une fois, il faut compter, il faut dire bravo à partir du moment où les équipes passent en groupe. Parce que le club va gagner, les joueurs vont gagner en expérience, encore le pays sera qualifié. Ça va se dérouler sous forme de championnat. Voilà. Et ça va durer. En parlant de poule, Nordin Saadi, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors, je rappelle que pour l'Elma, elle récolte d'un gros morceau, c'est Sfax. L'Entente, c'est Raja. Et puis l'USMA, c'est un club de Guinée. L'USMA Kaloum. L'USMA Kaloum. Bon, alors, sur le papier, on va dire que l'USMA a un peu plus de chance que... L'Entente Raja. L'Entente, le Raja tourne bien en ce moment. C'est une sacrée équipe cette saison. C'est un derby maghrébin. Exactement. Et pareil pour l'Elma aussi, c'est un derby maghrébin. Oui, le désavantage, c'est de jouer le retour aussi bien à Sfax qu'à Casablanca. C'est ça peut-être qui pourrait, bien que pour l'Elma, elle est allée à chaque fois arracher sa qualification à l'extérieur. Ouais. Elle bute à domicile, avec deux fois. Avec un 0-0, elle part à ramener une victoire de l'extérieur. Avant de parler de Elma, est-ce que vous pensez que malgré la bonne santé et la qualité du Raja cette année, est-ce que vous pensez que dans son costume de champion d'Afrique, l'Entente peut passer le cap du club marocain? Voilà, maintenant, l'Entente, on peut parler d'expérience. Parce que personne enfin, ils ont déjà... Les joueurs sont allés au bout. Il y en a qui ont participé déjà dans d'autres clubs à cette Champions League. Et l'équipe elle-même, l'année dernière, l'autre année, chaque fois, elle participe. Donc, l'Entente n'a pas... Je ne pense pas qu'elle aura un Raja vraiment difficile à manier. Mais le Raja doit aussi s'attendre à une équipe très difficile à manier aussi, et notamment à l'extérieur. Sur le plan des résultats, même les joueurs de l'Entente, ils aiment ce genre de confrontation. Quand il y a le Raja, je pense que
Et comme l'a si bien dit Nordine, c'est là où les joueurs Moi, d'expérience je pense que l'entente, je vont faire parler d'eux. ne sais pas quel est votre avis, mais je pense que l'entente aime bien se déplacer, surtout quand il y a de bons terrains. Aller au Maroc, c'est pas comme aller en Afrique où il fait chaud. L'avantage, même si ça reste que des statistiques, mais par 2 fois, le Sétif a éliminé le Raja en Coupe d'Afrique et en Coupe arabe. Et en parlant de déplacement, c'est lors de la saison précédente, ils ont fait la différence par rapport à leur déplacement. Et ils ont eu la chance de ne pas aller en Afrique subsaharienne. Ils ont joué beaucoup plus en Tunisie contre les Libyens et les Tunisiens. Et donc, je ne sais pas si Nordine Saadi va être d'accord, mais pour les Algériens, je pense que l'idéal, c'est de jouer quand même des équipes marocaines et tunisiennes, même si leur niveau est... Il y a le déplacement aussi. Le niveau est plus fort. Pourquoi? Parce que ces équipes maintenant ramènent les meilleurs. Contrairement à l'Afrique, subsaharienne. Comment je vais dire, subsaharienne, ou autre. Ou les meilleurs joueurs partent. L'Afrique de l'Ouest, oui. À part l'Afrique du Sud, qui arrive un petit peu à garder leurs joueurs, tous les autres, les meilleurs, sont ailleurs. Ils partent tous. Donc c'est pour ça qu'on ne retrouve plus les meilleurs joueurs de Dakar ou les meilleurs joueurs de Ashanti. Au Nigeria, ils sont tous ailleurs. Mais est-ce que l'idéal, c'est de jouer les équipes tunisiennes ou marocaines ou au contraire, profiter du fait que ces équipes africaines ont leur niveau à baisser et les affronter et pourquoi pas Bien sûr, l'idéal, s'il y avait le choix, c'est d'affronter moins fort que toi, celle qui te donne la chance d'arriver au moins au groupe. Et là, pendant les groupes, si tu as un mini-championnat, ça serait bien pour tout le monde. Il y a le déplacement aussi. Quand tu joues une équipe maghrébine, l'avantage de l'entente cette année, comme avant qu'ils prennent la Champions League, le tirage au sort a fait qu'ils ont joué pratiquement tous les matchs ici. Enfin, oui. Ils ont été en Tunisie. Ils ont joué même les Libyens à Tunis. Mais il faut dire que le niveau du football africain, on est en train de voir quelques matchs. Le niveau en Champions League africaine a beaucoup baissé. Ah oui. Exactement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut profiter pour les clubs algériens. Il y a une différence entre la Champions League et la Coupe de la CAF. Messieurs, il faut en profiter, il ne faut pas bouder notre bonheur. On a 3 clubs en Champions League pour l'instant. Et puis, il ne faut pas non plus oublier l'AS Schleuf, qui était mal parti, hein, qui avait perdu lors du match aller et qui se qualifie à la maison. C'est un sort assez bizarre, c'est une fin de saison. Avant qu'on termine avec ça, je voudrais parler de l'ASO. C'est une fin de saison assez compliquée. À son porte-parole et principal dirigeant, Madouar, il arrive des petits malheurs en fin de saison. Il a été sanctionné par la Ligue nationale de football. Son club joue le maintien. Il n'a encore pas assuré son maintien. Ça va être compliqué en fin de saison. Mais, il passe en demi-finale. Mais quel bonheur pour cette équipe. Elle joue la demi-finale de Coupe d'Algérie le week-end prochain et elle est qualifiée en Coupe de la CAF. Comment on arrive, messieurs, Nordine Saadi, comment on peut gérer tout ça? Est-ce qu'on pense à se sauver ou est-ce qu'on pense à la Coupe? Est-ce qu'on oublie un petit peu la CAF parce qu'elle nous bouffe de l'énergie et de l'argent? Comment on réfléchit? Maintien? Comment on réfléchit quand on est à la tête d'un club? On réfléchit le maintien en première division? Bon, si je ne suis pas le président ni l'entraîneur. Non, je parle d'un club en général. Hein. Mais un club en général, l'objectif principal, c'est de ne pas tomber, descendre en deuxième division. Je pense que c'est l'objectif principal. Oui. Parce que aller jusqu'où en Coupe de la CAF, on n'a pas le niveau, on ne peut pas la gagner. Tu vas aller jusqu'au groupe, après, ça va être considéré comme un bon résultat, mais... Et assurer le maintien, ça serait bien. Il faudrait maintenant que les équipes éliminées en Champions League sont injectées au niveau de la Coupe de la CAF. Non, le réveil de l'ASO est venu un peu en retard. Peut-être qu'à l'intérieur du club, ils s'attendaient à ce réveil, mais pas aussi tard. C'est vrai que le réveil de Je pense que le réveil, c'était face à l'USMA en Coupe d'Algérie. C'était presque un déclic. Un vrai déclic. C'est ça qui a encore augmenté la dynamique et les chances de l'ASO de se redonner encore de l'énergie, de l'espoir de continuer sur cette lancée. Mais le réveil est venu un peu tard. Alors, c'est une bonne équipe. Exactement. Il y a des joueurs qui ont été champions en 2010. Exactement. Donc, en fait, c'était anormal. Le début de championnat qui était anormal pour Schleuf. Là, ce n'est qu'un retour je dirais à la normale. Ouais, mais un retour à la normale, mais est-ce qu'ils vont pouvoir se sauver c'est à eux de gérer, c'est ça aussi c'est ça le football. Quand on élimine l'USMA en coupe,
à Bollorine, on va ramener une victoire à Sétif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose Il y a dans du cette équipe. potentiel. Il y a à faire. En tout cas, la fin, et je donnerai la parole à Thierman pour la fin. La fin de saison en termes de maintien est encore beaucoup plus intéressante, voire aussi intéressante que le jeu du titre en championnat. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Quand on voit le classement en Ligue 1, c'est assez fou. C'est ça la folie. C'est pas fou, c'est très forme. tassé, on va dire. Il y a 13 points entre le Il y a dernier. même un journal allemand qui a parlé de ça à Hambourg, eux, ils ont qualifié le championnat algérien d'assez fort, d'assez serré. Mais nous, on voit bien que le niveau a beaucoup. C'est l'inverse. Bah ouais, Le nivellement, il est plutôt par le bas. Les Allemands ne connaissent pas très bien le football algérien. Donc pour le maintien, ça va être jouable là, pour l'AS Ochlef et il se peut même que le 5e de ce classement puisse tomber. À partir de celui qui a 34 points, joue le maintien, mathématiquement parlant. Maintenant, tout le monde peut se sauver, tout le monde peut jouer les premiers rôles. Voilà. Alors, en parlant des Allemands qui trouvent que le championnat est fort, peut-être que également les Allemands sont intéressés par nos techniciens, on l'a vu. Notamment, on a entendu dans ce sujet Ben Chira, qui n'a pas signé, mais qui est très proche d'Oumslal, hein, c'est ça, au Qatar. Oumslal. C'est juste un prétexte pour parler des entraîneurs et des techniciens algériens. On l'a vu depuis plusieurs saisons déjà. Nous sommes passés à une autre mode, la mode du sélectionneur étranger. Avec ou sans CV, peu importe. Maintenant, je pense que si on a un nom en consonance francophone ou même flamande, voire parfois bosnienne ou même lusophone, comme on attend des Asiatiques maintenant. Hein. Peut-être des Asiatiques. Alors, est-ce que l'entraîneur algérien... Les adjoints sont des étrangers, comme Valdo. Voilà, Valdo qui n'est pas un grand entraîneur, mais c'était un grand nom du football. Il a gagné la Coupe de l'UEFA avec le Paris Saint-Germain en 80... Un grand joueur. 94 ou 95, voilà. Non, mais c'est ce qui est étonnant, c'est-à-dire on va en parler, mais il y a des entraîneurs qui viennent, mais ils ramènent avec eux même les adjoints. Alors qu'il y a des jeunes entraîneurs ici qui peuvent, algériens, des enfants du club, etc., qui peuvent être adjoints comme ça s'est passé avec Madoui ou avec... La question qui me brûle les lèvres et la réponse qui brûle les lèvres certainement de Nordin Saadi, et je commence par ma question, est-ce que l'entraîneur algérien n'a plus la cote, n'a plus le niveau ou n'est plus à la mode à votre avis? Pourquoi les entraîneurs algériens n'arrivent pas à s'exprimer ou ne trouvent plus de place, en tout cas dans les clubs d'élite? Moi, je dirais que la troisième que tu as citée, il n'est plus à la mode. Parce que ceux qui sont... Pour vous, c'est une mode, c'est pas une question de compétence. Mais c'est certain. Parce que ceux qui sont à la tête des clubs maintenant fonctionnent autrement que les autres ne fonctionnaient. C'est leur choix de faire appel. D'ailleurs, il faut voir quels sont ces dirigeants qui ont pratiquement changé. Et puis, les anciens sont atteints, certains par l'âge, certains par des maladies, certains par des départs. Et puis, on n'a pas donné la chance aux autres qui devaient éclore, qui devaient commencer leur carrière. On parle tous de Madoui maintenant, mais Madoui, il était rien du tout avant. On lui a donné sa chance, il l'a saisi. Il y en a d'autres. Amrani, il ne se trouvait pas bien, n'importe où il allait. Il a passé même... Il a entraîné une journée ou 48 heures un club, à Saoura. Maintenant, il a trouvé son pied, comme on dit, à Béjaïa. Ben, il est bien. Moi, je pense que l'entraîneur algérien qui doit s'expatrier, c'est un choix. Il faut d'abord qu'il soit choisi. Et s'il doit être choisi, il doit être connu chez lui. Or, la plupart des entraîneurs qui n'arrivent pas à se faire un nom déjà chez eux. Bien sûr, il faut être connu chez soi pour que tu sois repéré ailleurs. Donc, disons, les gens connus, il ne reste pas beaucoup. Ça s'est passé comme ça pour vous? Parlez-nous de vous. Vous avez travaillé en Libye, vous avez travaillé en Tunisie, vous avez travaillé dans le Golfe. Mais moi, quand même, je suis parti après avoir fait j'ose dire, une bonne carrière chez moi. J'avais des titres, j'étais en équipe nationale. Pas d'agent, pas quelqu'un qui vend votre image ou votre CV ailleurs, non? Non, j'ai jamais eu d'agent.
C'est performant. Enfin, je pose la question, je me dis peut-être que certains entraîneurs travaillent comme ça, ils ont des agents qui travaillent pour eux et qui essaient de les placer. Maintenant, je suis à la recherche tout simplement parce que je suis bloqué par la plus. Le meilleur agent pour vous, c'est ZRTV, il n'y a aucun problème. Hein? Il a parlé de mode tout à l'heure dans le deal, il a parlé de mode. C'est aussi les agents, avoir des agents, c'est une mode. Bien sûr. C'est une nouvelle mode. Exactement, c'est le monde du football professionnel. Il faut voir un agent. De toute façon, ce qui se fait mal chez nous, c'est une folle. Je pense que dénier le droit aux étrangers de travailler ici, ça serait vraiment pas bien. Moi, en tout cas, je ne le dirais pas. Du fait que moi, je peux dire que j'ai fait ma vie matérielle, j'ai bâti une maison grâce à un peu aux moyens que j'ai récoltés à l'extérieur. Est-ce que vous imaginez que vous prenez un risque quand vous dites ça on peut penser que Sadi est fâché, il est aigri, il est jaloux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut penser ça de vous, par exemple? Jamais. Moi, je ne dis pas. Comme moi, j'ai travaillé à l'étranger, pourquoi je vais être contre les étrangers qui viennent ici? Je ne suis pas d'accord avec ce que dit Amine, qu'un entraîneur qui vient doit, disons, lancer un jeune entraîneur ici. Non, ça se passe en staff. Dans le football professionnel, l'entraîneur arrive avec son équipe. On te fait confiance, tu ramènes tout ton staff. Ce qui se passe mal chez nous, je l'ai dit plusieurs fois, c'est qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règlement. En Tunisie, là où j'étais, ils ont aussi des étrangers. Mais ils ont fait quelque chose pour arrêter la frénésie et arrêter aussi le ridicule. Un étranger qui rentre au pays, il rentre pour un contrat. C'est-à-dire, il rentre, il est au Mouloudia ou au l'USMA ou je ne sais pas où, il fait son année. S'il décide de démissionner ou s'il est limogé, il n'a pas le droit de reprendre une équipe, de changer d'entreprise dans le pays jusqu'à l'année prochaine. Chez nous, on voit maintenant des gens qui circulent. Nous avons un peu la frénésie des pays du Golfe. On pas les pays du Golfe, pratiquement. Oui, mais les pays du Golfe, ils ont aussi cette décision. Un entraîneur ne circule pas. Non, mais c'est-à-dire le nomadisme existe. Oui, mais au pays du Golfe, ils peuvent changer. Excuse-moi. Quelle population ils ont? D'autres Hanashi, par exemple. Messieurs, gardez ce que vous avez sous le. Quelle population d'entraîneurs ils ont? Ils n'ont pas un nombre comme en Algérie. Comme en Algérie. Messieurs, restez, on va voir ce sujet qui reflète bien cet aspect et qui pose la question de l'avenir de l'entraîneur algérien en Algérie ou à l'étranger. On regarde ce sujet et on revient tout de suite après. Nul n'est prophète dans son pays. Il y a plusieurs techniciens algériens qui n'ont pas vraiment réussi dans leur pays, ce qui les a poussés à voir ailleurs et à travailler sous d'autres cieux, notamment dans les pays du Golfe. Mais peu réussissent à l'étranger, à l'exception de l'ex-sélectionneur national Rabah Saaden qui avait, rappelons-le, remporté la Coupe d'Afrique des clubs à la tête du Raja Casablanca en 1989 face au MCO. Rabah Madjer a, lui aussi, réussi à gagner plusieurs titres en dehors de l'Algérie, notamment au Qatar avec l'équipe du Waqra avec laquelle il a remporté le titre de champion. Mahmoud Gendouz, l'autre figure emblématique de l'équipe nationale des années 80, est parvenu quant à lui à réaliser l'accession de son club, Martigues. En Tunisie, Abdelhak Benchira, l'ex-sélectionneur national, a réussi à laisser son empreinte dans le championnat tunisien avec un titre de champion de Tunisie décroché avec le club africain en 2008 et la Coupe du Trône au Maroc en 2013 avec le club El Jadidi. D'autres techniciens algériens sont parvenus à réaliser de bonnes performances en Tunisie, à l'image d'Ali Fergani qui a remporté la Coupe de la Ligue en 2003 avec Bizerte. Pelhout, quant à lui, a réussi à décrocher la Coupe de Tunisie avec l'Olympique Béja. Néanmoins, ces 2 dernières années, les entraîneurs algériens n'arrivent plus à rivaliser avec ces résultats, à l'image des déboires de Toufiq Rouabah, l'ex-driver d'El Ulma avec le club saoudien d'El Ta'win, tout comme Jamel Mennad avec El Wihda et enfin Eid Joudi qui a entraîné plusieurs équipes au Maroc et en Tunisie mais qui n'a pas connu le même succès que son compatriote Ben Chikha. Alors que Nourdine Zikri et Zohir Djelloul ont été chassés de leur club pour insuffisance de résultats respectivement avec El Waqra du Qatar et El Nasr de Oman. Il y a d'autres exemples d'Algériens qui ont réussi à l'étranger sans jamais y travailler. L'exemple le plus édifiant reste celui de Jamel Belmadi qui a réussi à décrocher avec le club d'El Waqra 2 titres de champion du Qatar à la suite. Son succès avec son club lui a valu la confiance de la fédération qatari qui lui a confié la destinée de la sélection nationale. Quelques mois plus tard, il remporte la Coupe du Golfe avec cette même sélection. Jamel Belmadi a même pu prendre le dessus sur la sélection algérienne en amical récemment lors du regroupement de l'équipe nationale à Doha, une sélection bien plus huppée que la sienne au classement FIFA.
Voilà donc tous ceux qui ont monnayé leur talent et leur savoir à l'étranger. Ils ne sont pas nombreux. Nordin Saadi, vous en faites partie. Et vous l'avez dit, si on n'arrive pas à travailler ici, on n'a aucune chance de travailler ailleurs. Ou presque. Écoutez, c'est tout à fait normal. L'étranger prend pour lui le meilleur. Donc si meilleur il y a, il faut qu'il le supervise chez lui. Donc le problème qui se pose maintenant, c'est que nos entraîneurs, notamment je pense aux jeunes, ils n'ont plus la chance de paraître, de travailler, parce qu'on ne leur donne pas leur chance. On ramène... La vitrine, c'est la Ligue 1 pour vous? Mais non, ça peut être la Ligue 2, la Ligue... Pourquoi? La Ligue 2, il n'y a pas assez d'exposition. Mais Ligue 2, en tout cas pour cette année, on verra pour la saison prochaine. Un bon résultat, il se verra. Une bonne accession, une continuité l'année d'après. Il y a déjà... Les entraîneurs algériens, il faudrait qu'ils s'imposent déjà ici et qu'ils soient un nombre vraiment très important pour qu'ils aspirent à aller entraîner à l'étranger. Là, les figures qu'on a vues, les gens qu'on a vus passer dans le reportage, c'est que pratiquement ils ont tous travaillé en équipe nationale, à part peut-être Jamel Mned et un autre. Mais c'est ça la vitrine que parlait maintenant Nordin. Un Benchikha, par exemple, c'est son passage en équipe nationale qu'il a fait que... Et puis il a fait ses club africain où il a percé. Il a fait ses preuves aussi au niveau des clubs. Il a entraîné le Mouloudia et le CRB. Après, il a passé l'autre étape. Et c'est ça qui lui a permis que les gens s'intéressent à lui. Il a pris son temps. En fait, il a été un petit peu coupé dans son élan par le score de Marrakech. Exactement. Mais sinon, il aurait peut-être pu faire encore plus carrière. Mais actuellement, Benchikha, je ne pense pas qu'il va venir entraîner ici parce qu'il a été sollicité, d'ailleurs pas plus tard que le mercato. Ouais. Il a été sollicité par plusieurs clubs. À chaque fois, il trouvait des prétextes pour ne pas venir. La petite expérience avec le Mouloudia. Ouais, une petite expérience. Nordin parlait de jeunes entraîneurs qui ne trouvent pas leur place. On voit que la DTN fait passer plusieurs stages de 3e degré à beaucoup d'entraîneurs licence CAF, ex-internationaux. Quand on voit, je vais prendre un exemple très simple, pas très loin de chez nous, en face de nous, en France, où on voit des générations de très jeunes retraités. Je pense à Camboiré, par exemple, qui était dans l'équipe de Valdo du Paris Saint-Germain, Coupe d'Europe. Les champions du monde. Je pense à Deschamps, je pense à Laurent Blanc, je pense à l'entraîneur de Bordeaux, Sagnol. Camboiré, quand même, il a roulé sa bosse, déjà. Ça fait près de 20 ans qu'il est dans le circuit. Je vais nommer des joueurs que je salue, à part Mned, je pense à des joueurs comme Moussa Saïb, qui a peu entraîné, la JSK notamment, il a gagné un titre en tant qu'entraîneur, joueur, je crois. Et entraîneur, 2008. Et puis il s'est arrêté. Il y a plein d'anciens joueurs. Steve Louzani, qui a Parado actuellement. Voilà, et qui rament un peu alors que c'est des anciens internationaux. Est-ce que vous pensez que... Bon, alors on va dire les mots tels qu'ils sont. En France, il y a par exemple ce qu'on appelle le lobby du groupe 98, de l'équipe 98, qui se serre les coudes et qui se place bien, etc. Pourquoi, chez nous, il n'y a pas cette nouvelle génération? Ils sont algériens, ils apprennent de leurs aînés. Pourquoi ils ne sont pas là? Ils se placent comme nouveaux techniciens ou nouvelle génération. Vous avez pris un exemple qui n'est pas très bon, parce que l'équipe de 98 elle est totalement partagée. Il y a des joueurs de l'équipe de France, de 98, il y a des joueurs qui n'ont jamais exercé. Emmanuel Petit n'a jamais exercé, Dugarry n'a jamais exercé, pourtant il faisait partie de l'équipe de 98. Lizarazu aussi, bon, ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas cette c'est-à-dire qu'ils ne sont pas... On parle de Zidane au PSG, attention. Ils ne sont pas imprégnés, ils ne se sont pas lancés dans la carrière d'entraîneur. Chez nous, il y a des joueurs qui n'ont pas eu cette vocation aussi. Donc il y a eu quelques-uns, il y a eu Chef Louzani, il y a eu Djiri un petit peu ces derniers temps. Là, Osmo, il y a Saïd. Si on ne lui met pas des vieux briscards à côté. Un joueur comme Tasfaout. Il réussit beaucoup d'intérim, Bilal Zéli. Un joueur comme Tasfaout, qui a été un des meilleurs buteurs de l'équipe nationale, il n'a jamais entraîné. Et qui aurait pu faire il aurait pu faire un excellent entraîneur. Au lieu de ça, il a fait manager de l'équipe nationale. Maradona n'a jamais été un bon entraîneur. C'est-à-dire quand on est un bon joueur au passé, ça ne veut pas dire Balak Hadj Adlan, lui aussi, n'a pas, alors qu'il était un attaquant très redoutable, il n'a pas choisi d'être entraîneur. Aujourd'hui, il fait autre chose. Peut-être qu'il réfléchit, on ne sait pas. Peut-être ça va vous tenter. J'ai récupéré ma licence CAF, ça fait une semaine. Mais chose est sûre, moi je rejoins Nordin, parce que je le connais, ça fait presque 30 ans. Il a cité le cas Madoui. Il faudrait que les gens sachent, au niveau des clubs, il faudrait que les responsables, les dirigeants
aille et fasse confiance à la nouvelle génération. Vous avez cité les C'est pour ça que Sagnol, je les parle de- Makelele voilà. et compagnie. Pourquoi la nouvelle génération est transparente? Parce qu'il y a l'enjeu qui l'emporte. non? Oui, mais il y a Justement, l'enjeu qui justement, par l'emporte aussi. exemple, après le départ de Hubert Villude, il y a beaucoup qui réclamaient pourquoi pas Beladzili. Ça fait 4 ans qu'il est quand même 4 ans ou 5 ans, si je ne me trompe Il pas. faudrait aussi qu'il y ait une certaine Presse? non, une certaine partie des entraîneurs cessent de saboter leurs collègues. Parce qu'il y en a beaucoup aussi Ça, c'est un autre problème. qui font tout pour prendre la place Il n'y a pas de solidarité de dans Ça quelqu'un. porte un nom à DA TV, ça. Ça Bah, s'appelle. écoute, moi, Ça s'appelle l'affaire, voilà. Pour revenir à- Au moment il n'y a pas de où Mehdi solidarité dans la Haddad nous compétition. montre non la seulement il n'y a pas de solidarité, de la il y a de la casse. Moi, j'ai des preuves. Bon, je suis resté longtemps en avoir sur mon dos. Il y a des gens qui ont payé pour prendre ma place. Payé pour nous. Oui, Oula. et puis voilà, il faudra d'abord, C'est vraiment au lieu pavé de dans la parler, mare, hein. Ça, c'est un au lieu erreur. de parler des Français et tout ça. Mesdames, il faut parler messieurs, de chez Nordé nous. Saadi vient de dire qu'il y a des entraîneurs qui payent pour faire sauter d'autres entraîneurs et prendre leur place. C'est énorme, ça. C'est énorme. En Algérie, C'est malheureusement. énorme. Mais pour revenir aux dirigeants, pour conclure avec ça, les dirigeants du foot, des présidents des clubs algériens, tout simplement, c'est-à-dire qu'en début de saison, il y avait 7 entraîneurs étrangers sur 16. Au championnat, il y a 16 clubs. 7 entraîneurs étrangers, c'est assez énorme, c'est presque la moitié. Et ensuite, il y a eu Goavec qui a été limogé après 2-3 mois. Sans parler de ce qui s'est passé à la JSK, il y a eu Hugo Brousse qui était inconnu ici. Et pas il a Hugo été Boss. Oui, Merci pour la pub. il a tout sauf. Bon, bref. C'est bientôt la pub, d'ailleurs. Il y a eu Ciccolini, c'est pareil, il n'a jamais exercé en Afrique, apparemment il n'a même pas de diplôme. Et pour qu'ensuite il y a Jean-Guy Wallem qui malheureusement. Ah si, il est revenu. Il est revenu en Ligue 1 est revenu en Ligue 1, Bastien. Il est hein. à il est revenu à adjoint. Il est adjoint. Adjoint parce qu'il a le diplôme, justement. Riyad, Parce qu'il a le diplôme. Parce que l'autre, pas il avait très pas. C'est Hugo Bross. Je pense que tu c'est Hugo Bross parles qui de n'a pas la nouvelle génération. Eh ben, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Il y a des entraîneurs, des jeunes entraîneurs qui entraînent, mais ils entraînent des petites équipes. Je parle de l'interrégion, en régional. Il y a même des. Il faut commencer leur classe. Il faut bien qu'ils commencent leur oui, classe. je suis Commence par d'accord. Il faut leur division classe, un. je suis obligé de vous couper. J'ai commencé par faire de la pub, mais la vraie pub, mesdames, messieurs, c'est tout de suite. C'est la fin de la Newsweek. On se retrouve tout de suite après la réclame. ريال مدريد فريق من أعرق الفرق في العالم، حلم لكل هواة كرة القدم، حلم يجمع خيرة اللاعبين، حلم لقاء النجوم، حلم لا يعاش إلا على المباشر. مع مسابقة ريال مدريد لأوريدو الحلم يصبح حقيقة. فوزوا وعيشوا مباراة ريال مدريد في قلب الملعب الأسطوري سانتياغو برنابيو، بالإضافة إلى العديد من الهدايا الأصلية لريال مدريد. ما عليكم إلا جمع أكبر عدد من النقاط عبر عمليات شراء رصيد مكالمات وإنترنت على نجمة 110 دياز. ماذا تنتظرون؟ سجلوا أنفسكم مجانا واجعلوا من حلمكم حقيقة. أريد الراعي الرسمي لريال مدريد. أريد ديما معكم. On est de retour sur le plateau de Face Foot pour la deuxième partie de l'émission. C'est bien sûr le face-à-face, le thème qui va peut-être mettre en conflit les deux parties, c'est-à-dire mon coin gauche, le coin technique, et mon coin droit, le coin journalistique. Pas forcément un sujet à polémique, mais peut-être un sujet à spéculation. C'est la Coupe d'Afrique 2017. Vous savez que la décision tombera ce mercredi après-demain au Caire. La décision tombera aux alentours de 16h. C'était prévu au départ à 11h. Et puis le calendrier et le programme de la Confédération a fait qu'on a repoussé cela en milieu d'après-midi. On saura d'abord qui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations. Algérie, Ghana, Gabon. Et il y aura, après le tirage au sort des groupes, bien évidemment, pour les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Si, bien évidemment, un des 3 pays est tiré au sort, il jouera, et ça c'est une décision pour la première fois, il jouera ces matchs de qualif comme des matchs amicaux, mais il participera au tournoi. La CAN 2017, l'Algérie retient son souffle. On écoute ce sujet signé
Odel Hafayed avec au commentaire Khadija Khedaoui. C'est après-demain, mercredi, que la Confédération africaine de football désignera le pays qui accueillera la CAN 2017. Un rendez-vous tant attendu par les Algériens, soucieux de voir leur équipe évoluer sur ces terres et par conséquent multiplier ses chances de remporter le trophée. Candidate pour les éditions 2019 et 2021, l'Algérie s'est vue doublée par le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et les dirigeants du football national, avec l'aval du gouvernement, se rabattent sur l'organisation du tournoi de 2017, retiré à la Libye pour des raisons d'ordre sécuritaire. Il faut signaler aussi que le bras de fer CAF-Maroc du mois de novembre dernier a quelque peu perturbé l'approche algérienne quant à sa stratégie d'obtenir le droit d'organisation du tournoi. La CAF et son vieux patron Issa Hayatou a souffert pour sauver la CAN dont plusieurs pays ont refusé d'accueillir, avec toutes les rumeurs de délocalisation de la compétition. Brésil, Qatar, de la spéculation pure et simple. Pour 2017, l'Algérie est concurrencée par le Ghana et le Gabon, deux pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont déjà eu le privilège d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Mais les officiels algériens ne manquent aucune occasion pour dire que le dossier algérien est bien bétonné, alors que les chantiers des nouveaux stades tournent à plein régime. L'espoir est grand, la volonté aussi, mais suffiront-ils pour convaincre les membres du bureau exécutif de la CAF le 8 avril ? Avant le jour J, les analyses vont bon train. La CAF va-t-elle octroyer la CAN 2017 à un autre pays francophone après le Cameroun 2019, la Côte d'Ivoire 2021 et la Guinée 2023 ? Ou bien va-t-elle choisir le Ghana, hôte de la CAN à 4 reprises, ou le Gabon, pays organisateur en 2012 ? Pour l'Algérie qui n'a pas organisé la CAN depuis 90 et une candidature vouée à l'échec pour l'édition 2002, les chances restent intactes. Son profil de grande Afrique plaide dans sa faveur, ses infrastructures font le poids et sa capacité d'organiser des grandes manifestations sportives est reconnue. Il lui reste seulement à séduire les décideurs de la CAF. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs paramètres joueront sur la décision finale des membres votants. Et le jeu de coulisses aura pour le temps d'une matinée le dessus sur le jeu du football. Le suspense sera sans doute entier et pesant. Mais comme à l'accoutumée, la CAF nous a bien réservé des surprises. Seront-elles bonnes cette fois ? Alors pour Khadija, le temps d'une matinée, il faudra rajouter la journée de demain et pratiquement à la matinée, un début d'après-midi. Avec un jeu de coulisses, c'est ce qui reste. Alors messieurs, la première qui me vient à l'esprit, à votre avis, est-ce que ce soir, au moment où nous parlons, je rappelle que nous sommes en direct, est-ce que les jeux sont déjà faits ? Ou alors, est-ce qu'il y a encore des petits jeux de coulisses qui sont encore possibles ? Je rappelle que la délégation algérienne est déjà au Caire. On ne peut jamais affirmer que les jeux sont faits, c'est impossible. Parce que c'est des décisions prises par des individus, il ne faut jamais l'oublier. C'est le comité exécutif de la CAF. Je rappelle qu'il y a 19 membres et 13 qui ont le droit de voter. 13 votants, effectivement. Mohamed Rawarawa, l'Algérien, ne va pas voter parce que l'Algérie est candidate. Le Gabonais ne va pas voter. Les 3 représentants de la CAF au sein de la Confédération, au sein de la FIFA, n'ont pas le droit de voter. Et M. Amrani, le secrétaire général, ne vote pas. Donc il reste 13 voix. Bon, sur ces 13 voix, bien sûr, l'Algérie a toutes ses chances. Juste pour rappeler un petit peu la genèse de cette histoire, il y a quelques mois, l'Algérie avait pratiquement, disons, perdu espoir pour la CAN 2017. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'histoires. L'affaire est bossée. Hayatou qui était en bise-bise avec Rawarawa et d'autres trucs encore. Bon, disons que depuis la finale de la Champions League qui s'est déroulée au Stade Chaker, il y a eu une approche qui a permis un peu d'éclaircir les choses. Ils ont mis de l'eau dans leur thé à la menthe. Chacun a mis de l'eau dans son ben, comme on dit. Même la Super Coupe. Aujourd'hui, disons que l'Algérie, bon, si on se réfère aux dernières informations qui sont en notre possession, on peut dire que l'Algérie a marqué des points. Jusqu'à aujourd'hui... Marquer des points par rapport à qui ? Par rapport à des votants ?
par rapport à on met des voix dans la poche. Bien sûr, c'est une histoire de votants. Aussi, hein. C'est-à-dire que tu travailles les votants. Alors qui pourrait être notre allié? Nos alliés. Nos alliés, ce sont d'abord nos. Alors il y a Diakité du Mali. Il y a le Tunisien, Bouchamou. Oui. Voilà. Il y a Diakité le Malien. Diakité le Malien. Le Malgache. Voilà. Non, le Malgache n'est pas avec nous. Et justement, il y a Kaloucha, le Zambien. Kaloucha Boualiassi. Peut-être Kaloucha Boualiassi. Il y a 4 ou 5 qui ne sont pas prêts de voter pour l'Algérie, mais d'ici à demain, tout peut se dérouler. C'est un travail de coulisses qui est fait. Et ceux qui ne votent pas, ce sont des présidents de fédérations, membres de l'exécutif qui sont très connus. Qui pourraient être influents. Comme c'est le cas du Sud-Africain, par exemple. Bon, Anouma ne va pas participer, l'ex-président ivoirien. Il ne va pas participer, il ne va pas voter. Donc, lui aussi, il a sa capacité de nuisance. Parce que il a son influence il a son influence. Tout ce qui est, et puis il ne pardonnera jamais à Raourawa d'avoir créé un article, d'avoir évoqué un article qui lui a permis, qui l'a empêché de se présenter contre Hayatou. Voilà. Donc, c'est à ce niveau, mais je pense qu'il y a une volonté politique de l'Algérie pour organiser cet événement. Je crois que les moyens ont été mis à disposition et le travail de coulisses, au plan politique, je pense qu'il a... Il y a la rotation aussi. Plan diplomatique. Il y a la rotation au niveau du Maghreb. C'était prévu au Maroc. On connaît pourquoi. Les 3 prochaines Coupes d'Afrique vont se dérouler en Afrique de l'Ouest. Les 3 vont se dérouler en Afrique de l'Ouest. Mais il y a autre chose. Le Ghana peut dire il y a 3 Coupes d'Afrique qui se déroulent dans des pays africains francophones. Si l'Algérie passe, ce sera le 3e pays francophone. Non, l'Algérie n'est pas considérée comme un pays francophone au sein de trucs. C'est pas comme ça qu'on fait. On a été invité au sommet de la francophonie sans en être membre. C'est un pays maghrébin, arabe, mais surtout c'est par zone, donc c'est la rotation du Nord-Afrique. C'est une rotation géographique. Voilà. Ça devait être la Libye, ça voilà, donc... il n'y a pas eu le Maroc, la Libye, on connaît non, moi je pense honnêtement, je pense que les jeux sont faits. Étaient faits depuis très longtemps. Maintenant, il y a eu une certaine brouille, mais je peux dire aussi que c'est peut-être une consommation populaire aussi pour le public. Pour pimenter un peu le... Dites-nous un peu. Je ne pense pas qu'il y avait de profond malaise entre Hayatou et Raourawa. Je ne le pense pas, honnêtement. Parce que Raourawa a toujours été très fidèle avec Hayatou. Donc je ne pense pas qu'il y a eu mais il pouvait être candidat, de gros soucis. Jamal, il pouvait être candidat. Oui, il pouvait être, justement, parce qu'il ne le sera pas. Parce qu'il ne le sera pas en 2017. C'est pour ça que... Mais je pense que le fait de ne pas avoir accordé la Coupe d'Afrique 2019, 2021 et 23. Sauf accident, la CAN 2015, l'Algérie était toute désignée pour remplacer la Libye. Il faut rappeler que l'Algérie était candidate pour 2019, 2021. Donc déjà à l'époque, on était, tout le monde se disait, puisqu'on n'a pas eu 19-21, donc forcément on va avoir 2017 avec... bon après c'est passé ce qui s'est passé, bon... Et ça fait longtemps, Habib, ça fait maintenant, la dernière c'était en 1990. 90, oui, bien sûr. Le Ghana c'était en 2012, le Gabon c'était en 2012 et le Ghana avant. Et puis il y a un bon dossier quand même, il y a des infrastructures qui vont être créées pour le Ghana c'était en 2000 et en 2008. En 2000 et en 2008. Ça le fait sourire dans les Saadi parce qu'il a l'impression que c'est une thématique qui concerne les journalistes qui adorent pronostiquer et faire des... Ça le fait rire, mais dans les Saadi, j'ai vous avez vécu la seule Coupe d'Afrique en Algérie, vous l'avez vécue en 90. Celle de 2017, si l'Algérie l'accueille, qu'est-ce qu'elle peut rapporter à notre football, hormis les infrastructures, bien sûr, qu'est-ce qu'elle peut nous rapporter? Parce qu'on a pris beaucoup de retard en termes de football en 30 ans. Qu'est-ce qu'elle peut nous rapporter? Elle pourra rapporter que l'Algérie sur le plan football vit encore, parce qu'on a été un peu loin. Sauf à partir de cette année, quand même, l'entente de Sétif a apporté, plutôt a rajeuni, si vous voulez, l'image de notre football. Et donc, si ça continue avec la désignation et que nous avons la chance d'organiser la Coupe d'Afrique, c'est encore une possibilité médiatique de faire que l'Algérie peut s'améliorer sur le plan football et que
aussi les gouvernants pourront peut-être aussi accélérer tout ce qui a été retardé jusqu'à maintenant. Les infrastructures. Ce qu'on attend depuis très longtemps. Les infrastructures. Parce que, il était temps. Il était temps. Franchement, parce que le véritable problème chez nous, c'est ça. C'est les infrastructures. C'est les infrastructures, notamment. Si tout va bien, d'ici la fin de 2016, on va réceptionner 4 ou 5 stades quand même. C'est déjà ça. Voilà. C'est déjà un grand acquis, honnêtement. Et dans certaines villes, des complexes. Et des complexes, ça va être... Déjà qu'on va gagner ces infrastructures. Parce que de toutes les manières, si il n'y a pas la Coupe d'Afrique en 2017, on ne va pas aller voir ces installations. Vous pensez, Habib? On ne va pas les voir. Déjà, ça va donner des sueurs froides à certains. Et qui vont. Comment on ne va pas les voir? Ils sont déjà. Ils sont pratiquement déjà finis. Ça fait 10 ans qu'ils ont commencé les chantiers. Je vous rappelle qu'il y a un stade qui a sauté, on n'en parle plus. Oui, celui de Douéra. Comme par enchantement, du jour au lendemain. C'est la fin, messieurs, du face-à-face. Je vais dire une phrase que vous allez méditer. Heureusement qu'il y a des Chinois, pas qu'en Chine. Hein, parce que les Chinois sont partout. Messieurs, et on n'y arrivera pas. Allez, on va passer à la troisième partie, mesdames, messieurs. La troisième partie s'appelle pas face aux Chinois, mais face à vous. C'est tout de suite. Et voilà, le débat continue sur le plateau. On va passer au vôtre, mesdames, messieurs, le face à vous, vos questions et vos interrogations, vos thèmes, vos sujets sur la page Facebook de l'émission, c'est-à-dire la page FaceFoot, qu'on va voir en bas de l'écran avant la fin de l'émission, que vous pourrez, voilà, la voici, facebook.com/facefoot.l'émission, où vous pourrez bien sûr revoir toutes les émissions qui ne sont pas postées suffisamment à temps pour Jamal Rachdi, mais on fait au plus vite puisque Platini s'en charge chaque semaine. Et puis Platini en personne, parce qu'il n'est pas que président de l'UEFA, il est aussi manager de la page et il est réalisateur assistant de l'émission. On va commencer par cette question que nous pose notre confrère, ou ex-confrère, dont j'adore le pseudo latin, Cogito Ergo Sum, qui nous demande « J'aimerais bien que vous évoquiez, il parle surtout des techniciens, le bilan technique des techniciens étrangers évoluant dans notre championnat. » Alors, messieurs... Donc Desadé ne voulait pas parler au départ. Alors, voilà, ça me rappelle les juges du patinage artistique qui sortent leurs notes. Les défenseurs. Votre avis technique sur le niveau des techniciens qui travaillent ici, rapidement. Et rapidement, je te l'ai dit juste avant qu'on arrive à ce face-à-face. J'avais dit que je n'étais pas contre l'arrivée des étrangers, mais que les bilans ne sont pas faits justement. Quel que soit l'Alma, ils ont bien limogé un Français, eh ben, il viendra amener un autre Français. Donc ils ont limogé avec Judy. Avant. Voilà, d'accord. Donc, il est parti à Saoura, il a été limogé de Saoura. Donc, un moment viendra où les équipes seront dans l'obligation de faire un bilan. Et puis voilà. Et il y a des clubs qui ramènent des entraîneurs qui n'entraînent même pas. Quand c'est des Algériens, s'il y a l'entraîneur en chef, il fait la moitié du temps. Généralement, il donne la première partie à son préparateur physique. Et ben, on parle de lui, on dit il ne travaille pas, il est assis, il téléphone et ceci. Et ben, parmi les étrangers, il y en a qui ne foutent rien. On ne dit rien. Il y a le bilan de Roland Courbis qui a fait du bon boulot à l'USMA. Voilà, non, mais c'est du cas par cas, il a raison, Nordin Saadi, c'est du cas par cas. C'est le bilan qui parle. Il y a du moins bon. Alors, on va passer à une autre question, celle de Shakib R. Benzaoui, qui dit question, après la dégringolade du niveau des Verts, l'échec de la CAN qui est passé inaperçu et l'écartement de certains joueurs tels que Djabou, qu'est-ce qui fait l'indulgence des médias algériens envers la stratégie de Gourcuff, en sachant que ces derniers sont souvent réputés pour être des plus coriaces? Il parle de la presse. Lui, il les traite de coriaces. Non, lui, Saadi serait plus sévère. Hein. Les journalistes algériens n'ont pas le comportement qu'ils avaient avec Wahid. Lui, il met un WPS. La personnalité des entraîneurs ne doit pas influer sur l'objectivité de la presse. Messieurs, cette question vous concerne. Est-ce que vous êtes plus tendre avec Gourcuff que vous l'étiez avec Wahid? Jamal Rachdi. Je ne pense pas que la presse a été critique envers Wahid. Je ne pense pas. Honnêtement,
Wahid avait un sentiment comme ça vis-à-vis de la presse, tout simplement. Il y avait, je ne sais pas si c'est des préjugés, toujours est-il, qu'il n'y a pas eu. En fait, c'est Wahid qui n'aimait pas la presse, voilà, c'est pas l'inverse. Parce qu'il a accusé la presse d'avoir mêlé, évoqué sa famille. Jamais, je ne me rappelle même pas avoir lu ou entendu quelqu'un parler de la famille de Wahid. Ça, c'est pour la précision. Mais la question, c'est... l'indulgence. Il pense que Gourcuff mérite qu'on soit critique. Bah, on soit critique, il faut lui laisser travailler. Tout simplement. L'autre, Wahid Ali Lozé, j'ai resté 3 ans. Et on a tiré les conclusions avec une qualification au deuxième tour de la Coupe du Monde. Personne ne lui enlèvera cette performance et ce mérite. Mais... si on doit parler d'autre chose, on parlera d'autre chose. Mais toujours est-il que Gourcuff, pour le moment, il faut le laisser travailler. Alors, on passe à la 6e question. Rami Noulini qui dit, c'est une question pour Monsieur Saadi. Alors, Rami Noulini, sinon une question pour Monsieur Saadi et ce pour les jeunes catégories. Voilà, il précise, dans les clubs. La coupe est-elle un critère de réussite de politique de club, parle de politique de formation, ou plutôt le nombre de joueurs que le club fournit à l'équipe Fagnon ou à d'autres équipes? C'est-à-dire le nombre de joueurs, comment on dit en arabe, les en senior, ceux qui jouent en senior. Comment on juge la qualité de la formation? Est-ce que c'est les clubs qui arrivent à se qualifier en demi, en finale de Coupe d'Algérie ou gagner la finale? Ou est-ce que c'est le nombre de joueurs que le club fabrique pour l'élite? Pour vous, c'est quoi la réussite en termes de formation? En termes de formation, je pense que d'abord c'est la qualité. Quel que soit le nombre de joueurs, s'il y a un génie qui a fait son éclosion à l'USMA, on dira que c'est l'USMA qui l'a formé. S'il vient de pas parce qu'il joue en coupe, c'est parce qu'on fabrique un grand joueur ou un bon joueur. Pardon? C'est pas le fait de jouer en coupe, c'est le fait d'avoir fabriqué. On peut avoir les deux. Mais la coupe n'est pas une référence. Non, la coupe, c'est pas une référence. Parce que je prends la deuxième, moi. Je prends la deuxième. Pour l'équipe, les jeunes. Comment on juge la qualité de formation dans un club? La qualité de formation dans un club, c'est la qualité du joueur qui se fait connaître et qui passe de catégorie à catégorie. Très bien. Jusqu'au senior. Très bien sûr. Alors, on va passer à l'autre question, celle de Nassim Bourahla. Il parle de Jamal Rachdi et Hadj Adlan. Après plus de 15 matchs avec les Verts, pensez-vous que Gourcuff est l'entraîneur adéquat? Vous avez le contrat de Gourcuff sous la main. Vous pouvez le déchirer. Moi, je l'ai dit déjà, on ne peut pas juger l'entraîneur actuellement. C'est vrai que ce n'est pas le même contexte comme son prédécesseur. Lui, il a commencé pratiquement Wahid de zéro à construire une équipe. On lui a laissé pratiquement 3 ans. Alors, rapidement, il reste presque plus de temps. Celui-là, il a trouvé quand même une équipe prête, mondialiste, avec des individualités quand même de qualité. Mais il y a à redire, hein, parce qu'il commence à avoir des petits problèmes dans le groupe. On va voir comment il va gérer psychologiquement. Le dispositif qu'il a choisi, il faudrait qu'il réfléchisse peut-être à la changer. On va terminer avec les 3 dernières questions qui concernent aussi le stage et l'équipe nationale. Rami Noulini, Hamid Firefox et Salim Asser. Alors, Rami Noulini qui nous dit en toute franchise, ne trouvez-vous pas que la sélection est en train de tout perdre? Et le plus choquant et alarmant est que le sélectionneur ne le sait pas ou fait semblant. Alors ça, c'est une accusation directe. Il ne s'agit plus de décalage, et oui, mais plutôt de déphasage, pour ne pas dire le grand dérapage. Ça, c'est un poète. Hein. Alors, on continue avec Hamid Firefox qui dit, après la tournée en demi-teinte du Qatar, le rendement moyen des stars lors de la CAN et au Qatar, les Kadjabou, Iriles et le reste des remplaçants, la tactique, la philosophie de jeu, les arguments non convaincants du coach en conférence de presse. Faut-il continuer à croire en Gourcuff? Ça, c'est l'avant-dernière. Et puis la dernière. Est-ce que l'Algérie est prête pour organiser la CAN 2017? On parle d'infrastructure. Est-ce que cela sera prêt à votre avis? Vous avez répondu. Si on l'organise, ils seront prêts. Si on ne l'organise pas, ils ne seront pas prêts. Alors, messieurs, Gourcuff doit-il continuer? On doit continuer à y croire. Moi, je pense que, écoutez, si on doit faire un bilan chiffré, j'ai bien dit chiffré, les statistiques sont têtues. Si on doit faire maintenant un bilan chiffré de Gourcuff, on verra que sur le parcours jusque-là, il y a beaucoup plus de victoires que de défaites. Maintenant, je parle du bilan chiffré. Maintenant, sa capacité à donner de la dimension à cette équipe, personnellement, j'y crois. Personnellement, j'y crois. Mon avis ne peut pas plaire à tout le monde, il ne va pas être partagé par tout le monde, c'est clair. Mais personnellement, j'y crois sérieusement. Peut-être qu'il doit serrer encore quelques vis. Il y a eu peut-être des dérapages. Qu'il doit apprendre à serrer les vis. Il n'a pas l'habitude de faire ça. Peut-être qu'il n'a pas encore cette maîtrise totale de joueur vedette. Est-ce que c'est pas trop tard aussi, Jamal? Non, parce que ça, il faut le faire dès le départ. Oui, la dernière fois, j'ai dit, s'il avait une carte blanche
Mais il l'avait, non? comme l'avait Wahid, les choses seraient passées autrement. Je sais de quoi je parle. Mais un coach qui se respecte, il faudrait qu'il impose ça aussi. Le temps où on limogeait les entraîneurs, la moindre défaite ou moindre faux pas est révolu. On ne va pas revenir en arrière. On ne parle pas de limoger, on parle de ce qui va y arriver. Non, c'est ça. C'est la question. C'est quoi ne pas faire confiance? C'est de lui dire de partir si on ne lui fait plus confiance. Je pense qu'en équipe nationale, maintenant, les choses sont devenues très sérieuses. C'est une gestion professionnelle. On ramène un entraîneur. C'est pour des objectifs. C'est pas pour des. Il y a un projet, quand même. Oui, c'est pas un projet de jeu. C'est un projet de résultat. Même projet de jeu. Ah, écoute, ça c'est une invention purement algérienne. C'est quoi ce projet de jeu? Mais lui, on ramène pas l'entraîneur en équipe nationale. Lui, il a dit. Je viens avec un 4 de Habib. C'est pas moi qui le dis. Lui, il a dit. Ça n'existe pas. Je suis d'accord avec Habib. Lui, il veut imposer un jeu, c'est son problème. Mais la fédération, quand on ramène un joueur, elle veut se qualifier, elle veut gagner. Elle veut se qualifier. Maintenant, pourquoi on parlait à un certain moment football à l'algérienne? Moi, je mets football à l'algérienne, honnêtement. Quel football à l'algérienne? On avait des joueurs de qualité, une génération de joueurs exceptionnels. C'est quoi? C'était un terme galvaudé. Jouer à l'algérienne. On l'avait le football à l'algérienne. C'est quoi le football à l'algérienne? C'est aussi un football à la brésilienne. C'est un football latin. C'est un football latin. Fait de petites passes. Le football roumain, il était exactement comme le nôtre. C'est un football latin. Mais on avait une façon de jouer. Oui, parce qu'il y avait une génération de joueurs. Tout simplement. Une génération de joueurs. En fait, on joue un football à la Carpate. Aujourd'hui, on joue tous de la même manière. C'est un football mondialisé. Voilà, tout simplement. Et le joueur algérien, il existera lorsqu'on va gagner une Coupe du Monde. Le jeu à la brésilienne existe parce que le Brésil a gagné des Coupes du Monde. Le jeu allemand existe. Et l'Allemagne, etc. Il y a des modèles, peut-être pour 98, le modèle français. La prochaine thématique sera l'Algérie. Sera-t-elle champion du monde avant ou après le Qatar? Ce sera. Parce que vous pensez qu'avec la question sur la CAN. Sur la CAN. Oui, sur la CAN, est-ce qu'on sera prêt en termes d'infrastructure? Pourquoi donner l'exemple d'aller Non, parce qu'on a tendance maintenant. Alors, Jamal Rajdi, on a tendance à comparer maintenant. Alors, s'il vous plaît. Oui, pardon. Je termine. Non, mais pardon, mais vous ne pourrez pas terminer parce que je reprends la parole et il reste une dernière question. Je termine mon idée. Rapidement. Je dis qu'avec Ali Louzi, on n'a pas joué à l'Algérienne. Pourquoi donner l'exemple d'Ali Louzi? Elle a fait pour les infrastructures et on est arrivé en huitième de finale. Je pense que si on a la Coupe d'Afrique, bien sûr, de toute façon, on sera obligé d'être en. Alors, on va le rassurer. On sera prêt si mercredi, l'Algérie accueillera la Coupe d'Afrique des Nations. On termine, bien sûr, on n'était pas très. On joue à l'Algérien. Vous jouez. On joue à la Saoudite tous ici, de toute façon, à la Capello. Alors, on était presque tous en forme. Mehdi Haddad un peu plus en forme, même si c'est foulé. On va voir d'ailleurs le tournoi de la presse qui a commencé ce matin avec la victoire de l'équipe de ZL TV. On va voir ces images-là. Je ne sais pas si je pourrais les commenter. Voilà, c'était au complexe Mohamed Boudiaf. Et cette équipe. Alors, commentez un peu, Amine Thierman. Il faut commenter. En bleu ciel. D'abord, on encaisse un énorme coup franc. Ça, c'est une énorme patate que n'a pas vu. Le gardien, il faut revoir le gardien. Il est meilleur monteur que. Le gardien, il n'était pas là. Il est absent. Il est resté au chevet de sa mère. Et Mehdi Haddad, notre réalisateur, qui marque son premier but. Enfin, les téléspectateurs découvrent le visage de notre réalisateur. Et voilà, Mehdi Haddad. Le plus beau est à venir, Riyad. Le plus beau est à venir. Le deuxième but est superbe. Alors, contrôle, frappe du pied gauche enveloppé. En plein Lucas. Superbe but. Allez, combat. Et puis le penalty pour gagner ce premier match. C'était face à nos confrères qu'on salue de Liberté. Et ZL TV, j'allais dire ZL est encore en course. ZL est encore en course pour la CAN et ZL TV est encore en course dans ce tournoi de la presse. Merci messieurs. En tout cas, on vous fait signer un contrat quand vous voulez comme coach de l'équipe de ZL. C'est quand vous voulez. Si on a un peu il faut qu'il fasse le recrutement. C'est tout ce qui nous reste. Merci à tous. Merci à toute l'équipe dans la régie. Mehdi Haddad, Zéléwan, Hicham et Ayoub. Au son, merci aux filles derrière les caméras. Sans elles, vous ne nous verrez pas. Merci à vous tous. Messieurs, on se retrouve lundi prochain pour un autre Face à vous, un autre Face Foot. Merci de votre fidélité. À lundi prochain. Bonsoir.